Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on est toujours avec Louis de Ragnel. Thomas Bonnet nous a rejoint notre invité Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud, Bonsoir. ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Quel spectacle, disais-je tout à l'heure dans mon petit sommaire, quel spectacle la classe politique nous offre en ce moment même. Peut-être est-ce que vous avez un sentiment différent du mien et je vais vous questionner là-dessus. J'aimerais juste qu'on écoute d'abord Manuel Bompard, qui était notre invité ce matin sur CNews et sur Europe 1, qui estime que selon les institutions, et ça évidemment le gaulliste que vous êtes va réagir, eh bien le Premier ministre doit venir des rangs de la France insoumise. Écoutez Manuel Bompard, la réaction d'Henri Guénaud ensuite. Moi, je pense qu'il y a une logique institutionnelle. C'est d'ailleurs celle que Olivier Faure lui-même avait défendue au début de cette campagne, qui était de dire que dans une coalition, le Premier ministre doit être issu de la formation politique qui dispose du plus grand nombre de parlementaires au sein de cette coalition. Et je crois qu'il faut rester fidèle à cet usage, parce que c'est ce qui permet la stabilité de cette coalition. Que disent les institutions, Henri Guénaud, selon vous ? Les institutions ne se mêlent pas de la question de savoir qui, à l'intérieur d'une coalition, est le plus apte à devenir Premier ministre. En revanche, si une coalition est plus importante, réunit plus de députés que les autres, il est normal que le président de la République choisisse son Premier ministre à l'intérieur de la coalition. Et là, en général, l'intelligence politique du président et la logique des institutions veut que la coalition en question désigne celui d'elle-même. Voilà, celui qu'elle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une coalition qui est numériquement supérieure aux autres ? Pour l'instant, on ne le saura précisément que le jour où les groupes auront été constitués. Le 18 juillet. Donc après, il y a l'élection du président de l'Assemblée, l'inscription dans les groupes, puis les répartitions des postes dans les commissions. Mais il faut attendre parce qu'un certain nombre de gens qui ne sont aujourd'hui dans aucun groupe ou dans aucun parti vont s'inscrire sans aucun doute dans un des groupes existants. Et donc ça peut changer effectivement les données du problème. Pour l'instant, la logique institutionnelle voudrait qu'il soit pris au sein du nouveau Front populaire. Voilà, c'est en tout cas que le président de la République consulte les dirigeants des partis du nouveau Front populaire pour savoir s'il y a une possibilité qu'ils s'entendent sur un nom. Alors, quand on parle de coalition du nouveau Front populaire, pour l'instant, c'est la seule qui est un peu identifiée et constituée, qui est proposée. Mais il y a d'autres coalitions auxquelles songe Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a des tiraillements dans son camp. Une coalition avec tous les partis de gauche, à l'exception de la France insoumise. Et puis une autre coalition. Et ça, il y a d'autres ministres, par exemple comme Gérald Darmanin, que Laurence Ferrari recevra demain matin, qui ont le regard qui se tourne beaucoup plus à droite. Est-ce que vous pensez concrètement qu'une coalition est possible entre Ensemble, donc les groupes de la majorité présidentielle sortante, et les Républicains ? Alors, tout est possible. Oui. Maintenant, la question est de savoir ce qui est probable ou il n'est pas. Moi, je sais pas, quand on se trouve dans un contexte comme celui-ci, qui est un contexte qu'on a connu dans un lointain passé, tout est permis, c'est-à-dire toutes les combinaisons, toutes les figures sont permises. C'est le jeu des négociations, des ralliements, ou des défections qui en décidera. Alors est-ce que il est très probable que le bloc central d'aujourd'hui puisse faire une coalition solide avec les Républicains? Ça me paraît compliqué, et ça me paraît d'autant plus compliqué qu'on a déjà entendu beaucoup de leaders républicains expliquer qu'ils n'iraient pas. Non, il n'était pas question. Oui, absolument. Alors, faut dire aussi que dans la situation présente, il y a beaucoup d'arrière-pensées et beaucoup de calculs. Et des calculs qui ne sont pas forcément des calculs sur la meilleure façon de faire une coalition qui gouverne demain matin. Il y a des calculs qui concernent l'élection présidentielle à venir. On va juste écouter Jean-Pierre Raffarin, puis je passe la parole à Thomas Bonnet. Lui, il dit au contraire qu'il faut que les LR s'allient à la Macronie. Écoutez-le. Je pense que la clé est chez les Républicains, car le président choisira la coalition la plus importante. Nous avons un bloc de gauche qui est une première coalition, nous avons les Ciotti et le Rassemblement national qui est une seconde coalition, et puis il y a un bloc central qui, s'il se rassemble, fait 222 députés à peu près, 220, et auquel cas, c'est le premier groupe. Il faut bien que les LR se disent que c'est eux ou c'est
LFI. Donc la responsabilité sur les épaules de LR, si les LR disent non, nous ne voulons rester que tout seuls dans notre coin, ça veut dire qu'on confie les rênes en partie à LFI. Henri Guénaud, ce sera de la faute des LR si c'est LFI qui arrive au gouvernement? Non, mais ça c'est de l'argumentation politique. Il a, M. Raffarin a évidemment raison arithmétiquement. Il est clair que les moins éloignés du groupe central sont les LR, d'autant moins éloignés qu'il y a dans le groupe central beaucoup d'anciens républicains, de Rachida Dati qui n'est pas député, hein, mais qui est aujourd'hui au gouvernement, jusqu'à Édouard Philippe, en passant par Bruno Le Maire, qui n'est pas non plus député, mais qui est au gouvernement, ou Gérald Darmanin, voilà, ou le ministre de la Défense, ou Catherine Vautrin, etc. Donc il y a une proximité. Il y a des passerelles. Est-ce que ce serait une très bonne idée pour LR? Tout dépend ce que sont les ambitions des uns et des autres. Ils ont quand même fait campagne et ils ont été dans une opposition assez radicale, ce qui ne nous a pas empêché parfois de voter des projets de loi, mais à Emmanuel Macron et à la Macronie, enfin ce qu'on appelle la Macronie, depuis 2017, de façon... Voilà. Donc, il peut toujours y avoir des évolutions. Elle ne me paraît pas pour l'instant la solution la plus probable. Voilà. Thomas Bonnet, une question. Quelle est selon vous encore la capacité d'attraction d'Emmanuel Macron et de son camp présidentiel plus largement? Vous parliez justement des ambitions peut-être plus lointaines de certains. Est-ce que vous imaginez donc qu'aujourd'hui c'est inenvisageable à la fois pour des socialistes ou des républicains de rejoindre le camp du président de la République, alors qu'il peut réactiver une dissolution dans 1 an et que lui-même va arriver au terme de son mandat dans 3 ans? Chacun va avoir à peser à la fois entre son intérêt politique maintenant à court terme ou à plus long terme et sa responsabilité politique. C'est-à-dire, et là Jean-Pierre Raffarin a raison, c'est-à-dire, personne ne veut compromettre son avenir, mais personne ne veut porter le chapeau ou la responsabilité d'une assemblée totalement ingouvernable, d'une forme de chaos institutionnel pendant au moins 1 an. Voilà. Donc, ils sont devant un dilemme tragique. Hein. Qui portera le chapeau du désordre? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a encore un effet d'attraction, mais en tout cas, il a entre les mains cette arme de mettre au pied du mur de leur responsabilité chacun des groupes du Parlement. Voilà. Alors maintenant, vous écoutez tout à l'heure, mais une majorité relative peut gouverner sous la Ve République. Hein. Oui, elle peut gouverner. Alors je pense qu'on a eu tort d'ailleurs de limiter le 49.3 à une utilisation par session, à l'exception des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances du budget. Bon. Mais le système permet effectivement de le faire parce que, là encore, qui portera la responsabilité et comment arrivera-t-on à agréger les voix de tous ceux qui voudront renverser le gouvernement? Je vous rappelle quand même que ça fait 2 ans que nous vivons sans majorité et qu'il y a quand même un gouvernement. C'est pas parfait, mais voilà, la Constitution de la Ve République a été faite pour ça. Alors ça ne résout pas tous les problèmes, notamment la question du budget, mais l'impasse pourrait venir d'un vote négatif du Parlement. Encore faut-il qu'il se dégage une majorité pour empêcher l'adoption du budget. À ce moment-là, il faudrait trouver des expédients qu'il faut... Mais Henri Guénaud, je disais tout à l'heure, quel spectacle. Est-ce que les Français comprennent ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? Ces négociations entre appareils politiques qui semblent assez éloignées de leurs préoccupations. Vraiment. Alors, il y a 2 choses. D'abord, quel spectacle, et en même temps, c'est le jeu normal de le bal des égaux de la démocratie. Mais non, mais il se trouve que les Français, sans l'avoir prémédité, ont envoyé à l'Assemblée nationale les députés qui vont y siéger et qui sont d'ailleurs à l'image de la société, c'est-à-dire totalement balkanisés. Non seulement il n'y a pas de majorité absolue, mais en plus il y a 3 majorités relatives, 3 grands blocs avec des petits des petits groupes comme LR ou l'IOT qui peuvent faire le complément. Mais c'est le résultat
du vote des Français. Bon, alors après on peut gloser sur les tactiques de désistement, etc., le barrage, mais en fait ça fait partie aussi du jeu. On n'a pas volé le vote des Français. Voilà. Le vote des Français, il nous a donné cette... Voilà. Donc tout le monde est bien obligé de faire avec cette réalité politique et électorale qu'on ne peut pas contourner. Voilà. Louis Dragnel. Une question que beaucoup se posent, Henri Guénaud. Là, on est au surlendemain donc, du deuxième tour des législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris la raison politique de la dissolution ? Non, je pense que, même depuis le début, je pense qu'il y a une raison psychologique, mais pas politique. Je ne suis pas le seul à le dire et à l'écrire. Voilà, non, il n'y avait pas de raison institutionnelle ou de raison politique de faire la dissolution. On va se retrouver pendant un an dans un régime d'assemblée, avec une assemblée qui est ingouvernable. Le régime d'assemblée, ça veut dire que le Parlement peut dissoudre le gouvernement, mais l'exécutif ne peut plus dissoudre l'assemblée. Ça s'appelle un régime d'assemblée. On a connu ça dans le passé, notamment sous la 4e République, et même sous la 3e. Voilà, on sait ce que ça donne. Voilà, donc il n'y avait aucune raison, et je pense que c'est un rendez-vous démocratique manqué de plus. J'avais déjà eu l'occasion de le dire. Il y en a eu un en 2017, un en 2022, et bien il y en a un troisième aujourd'hui. Ça s'est fait dans des conditions qui ne permettaient pas de dégager une majorité, qui ne permettaient pas de débattre sereinement de projets, de programmes, des problèmes des Français. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le jeu normal de la démocratie, mais il ne faut pas sous-estimer le danger extrême qu'il y a à donner le sentiment qu'on n'a rien entendu du cri qu'ont poussé les Français, qu'ils soient d'ailleurs très à gauche ou qu'ils soient au Rassemblement national, de tous les Français qui ont voté contre le système, qui ont voté pour que ça ne continue pas comme cela se passe depuis plusieurs décennies. Et on se retrouve dans une situation où non seulement on a le sentiment qu'on n'entend pas, mais où personne n'a les moyens, dans cette situation, de répondre à cette attente. Ça peut donner quelque chose de tout à fait explosif. Voilà, de quel type ? Type gilet jaune ? Mais vous savez, type insurrectionnel ? on ne sait pas quelle forme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des impasses de ce genre, la France en a connu pour des raisons différentes. On va dire depuis le 18 Brumaire jusqu'au 13 mai 58. Mais le 13 mai, c'est la fin de la 4e République qui est dans une impasse totale. Un peu de même nature, un bloc central, une majorité de Français qui ne pèsent pas sur le destin du pays. Et il n'y a pas à ce moment-là, il n'y avait pas de solution dans les urnes. La solution, elle est venue d'ailleurs. Je crois que, j'ai fait un compte rapide, mais je crois qu'il y a 8 fois, il y a eu des crises de régime en France depuis le 18 Brumaire jusqu'au 13 mai 58, encore une fois pour des raisons diverses. Donc, quand les impasses dont on ne peut pas sortir par les urnes ou par le jeu normal des institutions, ça donne une sortie par autre chose que par les urnes et par le jeu normal des institutions. Quelle forme ça prend ? Ça dépend. Je ne sais pas encore si les gilets jaunes, on les a eus dans les urnes là. Voilà. Maintenant, dans la société, je reviens toujours à mon obsession. Les sociétés trop fracturées, et la société fracturée donne des assemblées de ce genre et des politiques, des politiques du type de celles à laquelle nous sommes confrontés. Les sociétés trop fracturées, elles cherchent toujours à rétablir leur unité par la violence. Voilà. Donc, nous avons cette menace permanente de la violence devant nous, que la politique aujourd'hui n'est pas en mesure de canaliser dans les circonstances qui sont celles auxquelles nous sommes confrontés. C'est ce que vous dites dans votre livre, à la 7e fois les murailles tombèrent, notre société est au bord de l'effondrement et nous continuons d'agir comme s'il ne pouvait rien se produire. On peut être au bord et rester au bord, mais on peut aussi basculer. Et là, on voit bien qu'il y a une tension très, 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 très forte et une impossibilité, pas seulement un manque de volonté, mais une impossibilité de toute façon des institutions et du système politique de répondre à ces attentes. Là, personne aujourd'hui, quoi qu'en disent les uns et les autres, ne peut répondre. Ça aurait été pareil d'ailleurs si le Rassemblement national avait une majorité relative plus forte, voire même la majorité absolue. Parce que le système ne le permet pas. Mais parce que le système ne permet pas. On arrive à cette situation aussi parce que la politique est enfermée ou s'est enfermée progressivement de plus en plus dans un cadre qui fait que les politiques se ressemblent toutes ou donnent le sentiment de toutes se ressembler, sauf dans les grandes crises, quand il y a la crise de 2008 ou la pandémie. Mais et si vous ne changez pas le cadre, et si vous n'avez pas les moyens de le changer, alors pour les uns radicalement, pour les autres plus à la marge, mais si vous ne pouvez pas y toucher,
alors vous allez refaire la même chose, donner le même sentiment aux gens, ne pas pouvoir répondre aux attentes des gens qui sont essentiellement de sortir de ce cadre pour faire autre chose. On avait appelé ça jadis ce débat sur l'autre politique. Thomas Bonnet, une question. Il y a plus de 10 millions de personnes qui ont voté soit pour le Rassemblement national, soit pour leurs alliés. On voit une aspiration des Français dans les sondages à plus de sécurité, des régulations en matière d'immigration. Et pourtant, peut-être dans les semaines à venir, ils vont être gouvernés par un gouvernement de centre-gauche. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un souci dans nos institutions, dans la manière dont on organise la vie politique en France pour coller véritablement aux aspirations des Français? Évidemment, on parle beaucoup de la proportionnelle en ce moment. Est-ce que vous êtes favorable? La proportionnelle, ça serait pour moi la pire faute qu'on pourrait faire. La proportionnelle est le pire des systèmes. Ce qu'on a, c'est une assemblée qui ressemble un peu à une assemblée élue à la proportionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que la proportionnelle changerait dans cette histoire? On aurait très bien, on aurait un Rassemblement national qui aurait un tiers des sièges si on avait une proportionnelle intégrale. Et avec un tiers des sièges, vous ne faites pas une majorité relative très importante. Bon. Donc, et en plus, elle a beaucoup de défauts. Elle déracine, elle met complètement hors sol les parlementaires. Deuxième, elle donne le pouvoir, elle fait revenir le régime des partis parce que ce sont les appareils des partis qui décident qui sera sur la liste et en quelle position il sera. Donc c'est la perpétuation des apparatchiks. Enfin, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il n'y a aucun scrutin qui soit parfait. Il n'y a aucun scrutin qui nous assure la stabilité absolue ou le système bipartisan. Et regardez, c'est très intéressant de comparer la Grande-Bretagne. Je crois qu'on ne s'y arrête pas assez. En même temps, il y a des élections législatives. La situation sociale, politique est la même. C'est-à-dire les gens sont aussi en colère, souffrent autant, sont aussi demandeurs d'un changement profond en Grande-Bretagne qu'en France. Le système anglais donne une majorité considérable parce qu'il est à un tour aux travaillistes. Il faut bien savoir que les travaillistes ont fait moins de voix aujourd'hui qu'en 2019 où ils avaient subi leur plus cuisante défaite. Voilà, que M. Farage qui rentre au Parlement avec 14 et quelques % des voix à 5 sièges, que les libéraux qui font 12,5%, ils reviennent avec 70 sièges. Voilà, donc il n'y a pas de système parfait, mais par pitié, ne détruisons pas la 5e République, on l'a assez abîmée. La 5e République n'est pas compatible, à mon sens, avec la proportionnelle, ni avec l'abaissement de la fonction présidentielle. Et on ferait mieux de réfléchir au rétablissement du non-cumul des mandats, ce serait peut-être beaucoup plus intelligent. Une vraie question. Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, 18h33 sur CNews Europe 1 avec Simon Guillain.